passer la parole désormais à Élise Nicole. Voilà, pour son retour d'expérience sur un projet porté autour de la Caraque, projet de valorisation mené avec les terminales du lycée de Bouay. Je te laisse la parole, Élise. Effectivement, donc j'ai intitulé ce document de l'indifférence à la reconnaissance. Vous allez comprendre pourquoi. Alors effectivement, la Caraque n'est pas encore mondialement connue. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. Je ne vais pas faire... Ah, Pauline, merci. Donc voilà. Alors, juste pour resituer, parce que la Caraque n'est peut-être pas connue par tout le monde, mais la MHT non plus. La Maison des Hommes et des Techniques, donc c'est une association qui a été créée en 1994 par les anciens travailleurs des chantiers. On a plusieurs objectifs: la conservation du patrimoine industriel et social des chantiers navals, la participation à la valorisation de l'histoire maritime et fluviale de Nantes, la promotion des cultures du travail et de la mémoire ouvrière. On est de plus en plus aussi sur le patrimoine industriel hors chantier naval. Hein. On est temps. En 2023, la MHT a accueilli 25 584 visiteurs et visiteuses, dont 112 groupes de scolaires, malgré, comme ça a été souligné tout à l'heure, les problèmes de signalétique. Donc on y arrive quand même. Voilà. Alors les chantiers navals de Nantes, c'est une très longue histoire, puisque dès l'Antiquité, il y avait de la construction navale à Nantes. Donc les chantiers navals de Nantes, vraiment pour une production plus industrielle, c'est surtout 3 grands chantiers navals qui vont s'installer à partir du 19e siècle, voire plus tôt pour les chantiers du Bijon, vu que c'est 1760 pour Julien du Bijon. Alors 3 grands chantiers navals, les ateliers chantiers de la Loire, les ateliers chantiers de Bretagne et le fameux chantier du Bijon. Plus de 7500 personnes employées directement par les chantiers dans les années 1950. Il faut se représenter ce que c'était. C'était une petite ville dans la ville. De nombreux Couéronnais, notamment, travaillaient au chantier naval. On a une histoire commune. Et puis, voilà, il va y avoir, à partir des années 50, des fusions, des regroupements. Et donc, à partir de 1969, il n'y a plus qu'un seul grand chantier naval à Nantes, c'est du Bijon, sur l'île de Nantes. En 1983, l'entreprise emploie 1670 personnes et beaucoup s'inquiètent de la fermeture imminente. De nombreuses manifestations et actions syndicales sont menées et malheureusement, ce sera inéluctable. Les chantiers navals de Nantes ferment en 1987. Vous avez juste ici une photo qui montre le chantier en pleine activité, donc vous voyez l'emprise un peu de cette industrie. Voilà, donc là vous avez des exemples de photos. Le lancement du Sistina, on voit bien notamment la fierté que ça pouvait représenter pour les ouvriers et les ouvrières qui travaillaient au chantier naval, le lancement de ces navires en plein centre-ville de Nantes. Et puis une manifestation en 1985. En fait, le conflit social va durer de 1983 à 1987 et va être extrêmement violent. Ces photos, elles font partie de notre fonds iconographique parce que donc on fait de la valorisation, mais on fait aussi de la conservation. Les anciens ouvriers, au moment de la fermeture des chantiers, ont sauvé des dizaines de milliers de photos, de négatifs, de plans de navires, d'archives, d'outillage. On a le fonds d'outillage en construction navale métallurgique le plus important d'Europe. On a donc, je pense que j'aurais pas assez de toute ma carrière pour finir d'inventorier tout ce que l'on a. Peut-être qu'il faudrait deux carrières ou 3. Donc voilà, on a un fonds documentaire extrêmement important et qui a été sauvé par les militants. Ils revenaient la nuit sortir des bennes à ordures, ce qui était jeté par la direction. Ils faisaient des barrages humains autour des grues, etc. pour sauver ce qui était possible. Le patrimoine industriel, sans les mobilisations citoyennes et associatives, il n'en resterait pas grand-chose. Voilà, alors la Caraque, notre fameuse Caraque, elle va être construite lors d'une action intersyndicale inédite le 30 septembre 1983 afin de marquer les esprits. En fait, voilà, ça faisait déjà quelques temps que le conflit social était engagé. Débrayage, manifestations violentes, casse dans les rues de Nantes, affrontements avec la police, ça commence à devenir un petit peu redondant. Donc les anciens ont décidé de, plutôt que détruire, de construire, et donc ils se sont dit, on va aller en plein centre-ville de Nantes construire une caraque. Donc une caraque, c'est un bateau, vous voyez, du XVe siècle, qui est en fait le bateau qui est sur le blason de la ville de Nantes.
afin de montrer nos savoir-faire. Donc ils ont découpé, ils ont formé la tôle, ils ont soudé. Ça va être l'occasion d'un moment assez festif sur la place du commerce pour sensibiliser la population. Cette caraque, donc elle fait 6 mètres de long, 1 mètre de large et 5 mètres de haut. Vous l'avez en photo dans toute sa splendeur juste à côté. Donc effectivement, c'est le navire que l'on retrouve sur le blason de la ville de Nantes, une nef. Elle est surmontée de 3 oriflammes sur lesquelles est écrit Nantes ancrée la navale ancrée à Nantes, Nantes ancrée à la navale. Et il y a écrit nef de Nantes en relief de soudure au niveau du roof. Donc c'est un objet relativement simple qui a été fabriqué donc effectivement en place du commerce, et ensuite ils l'ont baladé dans tous les quartiers de Nantes à l'arrière d'une 2 chevaux pour... Le pauvre moteur de la 2 chevaux a beaucoup souffert de cette expérience afin de sensibiliser les Nantais et les Nantaises à la fermeture imminente de leur chantier. On est un peu sur les débuts du happening en fait. Et cette caraque, alors ça faisait déjà longtemps qu'on se disait oh là là, ça devient compliqué, de nombreuses personnes attachaient leur vélo dessus, les enfants grimpaient dessus, aux grandes dames de nos anciens qui eux la chouchoutaient, la peignaient régulièrement. Donc cette caraque, on voyait bien que ça posait problème, et puis elle est sur l'espace public. Et de plus en plus, les exploitants de l'espace public nous disaient mais elle est moche, en fait, votre caraque. Elle est dangereuse. Si jamais quelqu'un tombe, ça sera votre responsabilité. Et puis, est-ce que vous pourriez pas la mettre un peu ailleurs parce que ça fait sale un peu, quoi. Elle est pas terrible, elle met pas en valeur le site. Donc, on commençait à se dire oh là là, bon, et ils ont rien compris. Et en plus, ça va être ce que va devenir notre caraque. Donc, on a décidé de réagir. On s'est dit, allez, on va monter un projet pour faire reconnaître son intérêt historique. Pour cela, allez hop, on va y aller au culot, on va la proposer pour une inscription monument historique, au même titre que n'importe quel reliquaire dans n'importe quelle église. Après tout, du côté des chantiers, Jean Relais, que certains ont connu, qui est décédé il y a quelques années maintenant, disait à propos des grues, les grues c'est nos clochers ouvriers. La caraque, on peut dire c'est notre reliquaire ouvrier, j'en sais rien. Donc voilà, on s'est dit, on va tenter les choses, et pour cela on va se pencher un petit peu sur les textes. Donc les conditions de protection d'après le ministère de la Culture, pour rappel, il faut témoigner de l'intérêt historique, artistique, scientifique ou technique de l'objet mobilier, puisque ça constitue le critère déterminant de la protection. Historique, on y était. Artistique, pourquoi pas. Scientifique, plus difficile. Technique, on a des techniques dessus. La mesure d'inscription est décidée au niveau régional, décision du préfet de région après avis des commissions régionales du patrimoine et de l'architecture, tandis que le classement est décidé au niveau national. Bon, ça c'est pour montrer les différents niveaux. Au regard de ces critères et conditions, l'intérêt patrimonial d'un objet mobilier est évalué en fonction notamment de sa qualité artistique ou technique, son authenticité, son intégrité, sa rareté, ah bah ça, au niveau de la rareté on y était, son exemplarité, sa représentativité par rapport à un corpus ou à un type. La protection au titre des monuments historiques n'a cependant pas vocation à s'appliquer aux objets mobiliers les plus récents, créés il y a moins de 50 ans. Là, ça coinçait un petit peu parce que la caraque ayant été construite en 83, on n'avait pas les 50 ans de recul. Mais bon, on s'est dit, on tente le coup. Donc voilà, les obstacles à la protection, on va avoir le fait qu'elle est âgée d'à peine 40 ans. C'est un objet qui n'est pas très monumental. Le problème de l'esthétisme, qui revenait malheureusement, on en est encore là, très régulièrement. Et puis, le fait que ce soit un symbole d'histoire sociale. L'histoire sociale, quand on regarde les corpus d'inscription aux monuments historiques, en fait, il y a très très peu d'objets inscrits au titre de l'histoire sociale. Moi, j'ai cherché, il y a, pour toute la France, sur les, je crois, 146 000 objets inscrits monuments historiques en France, il y a 20 bannières syndicales du début du XXe siècle dans l'Est de la France. C'est vraiment tout, alors qu'avec l'histoire sociale que l'on a, on pourrait imaginer qu'il y ait plus. Donc, à partir de là, de ces constats, on va monter un projet avec les enseignants du lycée de Boye, qui est à côté.
On va mener ce projet avec 2 classes de STMG. Donc c'est les bacs Sciences, Technologies du Management et de la Gestion au lycée Alcide d'Ormidy. C'est une filière professionnelle. Dans un premier temps, les élèves vont venir à la MHT pour visiter l'exposition, comprendre ce que c'est que la navale nantaise et rencontrer des anciens. Ensuite, c'est nos anciens, notamment nos anciens syndicalistes, qui sont allés au lycée de Boye pour témoigner, vous voyez, dans le grand amphithéâtre. C'est ce que l'on voit sur la photo. Alors, ils étaient ravis, ils ont pu manger à la cantine. La plupart m'ont dit « on n'est jamais allé au lycée, c'est trop bien ». Donc, c'était un moment vraiment sympa de relations intergénérationnelles. Et enfin, dans un troisième temps, c'est les élèves qui ont rencontré donc, Laurent Delpire, qui est le conservateur Antiquités et objets d'art de Loire-Atlantique, afin de comprendre les tenants et les aboutissants dans la démarche d'inscription au titre des monuments historiques. Les élèves ont travaillé par groupe sur 4 axes. Il va y avoir un groupe qui va être chargé de l'étude des publics. Donc, c'est-à-dire que ces lycéens, ils vont réaliser un questionnaire et ils vont aller dresser un état des lieux de la visibilité de la Caraque sur le parc des chantiers. Ils ont interrogé 180 personnes en 2 après-midi. Je peux vous dire ils ont vraiment fait un travail très important. Ils se sont beaucoup investis. Et quand les gens racontaient, bah non, on ne sait pas ce que c'est que la Caraque, ils les escortaient jusqu'à la Caraque pour leur expliquer à quel point elle était intéressante. C'était assez rigolo. On va avoir un groupe communication qui va rédiger un article pour le site internet, qui va faire des publications sur les réseaux sociaux, et ils vont aussi créer un profil Instagram à la Caraque. Donc je crois qu'il est toujours en activité, hein, si vous cherchez la Caraque sur Instagram, il y a le travail des élèves. Donc là c'est le groupe communication. On va avoir un groupe recherche documentaire. Alors ça, c'était relativement facile, mais ils vont quand même faire tout un travail de recherche dans les archives d'articles de presse, de photos, de vidéos, de tracts. Ils vont retrouver les plans de construction de la Caraque. Ils vont vraiment fouiller dans les fonds de la MHT pour trouver tout ça et pour constituer ce dossier. Et enfin, on a un groupe réalisation d'interviews qui va interviewer des acteurs de la fabrication de cette Caraque. Parce que finalement, on n'avait aucune vidéo où les anciens racontaient toute cette histoire, toute cette aventure. Donc ils vont faire, vous voyez, une petite mise en scène avec des banderoles, avec tout ça. Et ils vont interviewer les anciens. Et donc là, je vous ai mis un exemple de témoignage d'un lycéen qui dit « Avant de réaliser l'entretien de Gérard Triposeau qui a participé à la fabrication de la Caraque, nous lui avons préparé quelques questions. Suite au travail de préparation mené depuis le mois de décembre, nous avons essayé de poser des questions qui permettent de mieux comprendre l'histoire des chantiers et de la période de construction de la Caraque. Après avoir rédigé nos questions, nous l'avons interviewé dans un décor que nous avons préparé en utilisant des objets rappelant cette période historique, les manifestations et les chantiers navals. On a utilisé une banderole ainsi qu'un bouclier de CRS rappelant les manifestations. Le pinceau représente la réalisation de la Caraque. Quant au casque, il représente le matériel que les travailleurs des chantiers navals devaient porter. Gérard avait beaucoup de choses à nous raconter. Nous avons obtenu un film d'1h30 qu'il a fallu retravailler. Nous avons procédé à un montage vidéo pour synthétiser les informations importantes de cette interview. Donc c'est intéressant parce que ces élèves, ils ont vraiment couvert tous les champs. Ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que ces élèves se sont beaucoup investis, alors qu'au début, quand on leur a présenté le projet, moi j'ai eu des réactions « mais madame, on n'y arrivera jamais, madame, c'est beaucoup trop gros ». Et en fait, ils se sont vraiment emparés du sujet, ils ont beaucoup sympathisé avec les anciens. Vous avez ici des photos. Donc là, c'est la classe de Monsieur Cyr, en compagnie d'Yannick Chanu et Jean Penaud, qui est donc 2 anciens des chantiers navals. Et ici, on a la classe de Monsieur Camus en compagnie de Gérard Triposeau et d'André Leray. Voilà. Ensuite, on a organisé un temps un peu officiel au lycée de Boye, en présence des anciens travailleurs, du maire de Boye, du directeur de l'établissement, pour que les élèves remettent officiellement et plaident leur cause auprès de Laurent Delpire. La cantine avait notamment préparé des petits fours. Et donc, muni de ce dossier, Laurent Delpire a pu ensuite préparer le passage de la Caraque en commission régionale du patrimoine et de l'architecture le 5 janvier 2003, si mes souvenirs sont bons.
il y a eu débat, et finalement, la Caraque a été validée dans cette démarche. Donc voilà, vous avez ici un extrait de l'arrêté officiel d'inscription de la Caraque au titre des monuments historiques signé par le préfet. Voilà. Alors, cet exemple, il est assez atypique. Mais il est atypique par plusieurs aspects. C'est l'inscription d'un élément construit directement par les ouvriers et les ouvrières pendant une manifestation. Ça, c'est, à ma connaissance, totalement inédit dans le corpus des monuments historiques. La fabrication de la Caraque et notamment sa réalisation collective est fortement liée à une philosophie d'entreprise très particulière, notamment inspiré par les modes d'action de mai 68 et l'éducation populaire. Ça, c'est intéressant aussi que ça soit représenté dans le corpus national. Ce monument est l'un des rares symboles de désindustrialisation du pays à la fin des années 80. Il y a beaucoup de bâtiments immobiliers qui témoignent de la désindustrialisation, mais pour le mobilier, c'est moins vrai. Donc voilà, c'est une particularité. Et enfin, pour la première fois, un dossier était porté par des lycéens. Voilà. Alors, bilan de l'action. Les clés du succès, donc une équipe enseignante très très investie. Ça, c'est vraiment à souligner, parce que pour faire toutes ces étapes, il a fallu bouger des cours de place. Ça a été extrêmement compliqué au niveau des enseignants d'un point de vue logistique, donc ils se sont beaucoup investis. Un conservateur des antiquités et objets d'art extrêmement impliqué, vraiment, Laurent Delpire, il a joué le jeu, il s'est déplacé plusieurs fois pour rencontrer les élèves, c'était vraiment très très bien. Le challenge, effectivement, ça c'est quand même les élèves se sont vraiment emparés de ce défi. Par contre, effectivement, il y a des points de vigilance à avoir quand on organise ce genre de projet. Je vous le disais, les problèmes d'emploi du temps et la tentation de laisser tomber par certains jeunes. Vraiment, de dire, voilà, non, c'est trop gros pour nous, on n'y arrivera jamais. J'ai eu mais madame, on est des bolosses, on n'y arrivera pas. Mais finalement... Et enfin, la réussite dans tout ça, c'est la transmission intergénérationnelle, la prise de confiance en eux des jeunes, et bien sûr l'inscription de la Caraque, qui permet de donner un éclairage à l'histoire sociale de la Loire-Atlantique. Alors, j'ai mis cette espèce de petit logo. Au début, c'était un peu pour la blague. Et puis, en fait, j'y ai réfléchi récemment, hier soir, pour tout dire. Alors, personne n'a été porté au moment où on a reçu l'arrêté du préfet. On fait attention au dos des anciens, quand même. Mais par les temps qui courent, où le patrimoine apparaît comme une sorte de variable d'ajustement budgétaire, je pense qu'il est très important de souligner que par ce type d'action notamment, ça a véhiculé énormément de fierté, autant auprès des jeunes qu'auprès des anciens, qui avaient vécu, qui sont encore sur le trauma de la fermeture des chantiers. Ça a permis de réparer des choses, ça a permis de créer du lien intergénérationnel, du dialogue. Moi j'entends souvent les anciens, des fois on va pas se cacher, il y a des personnes âgées qui vont avoir des discours sur les jeunes, et ben là vraiment les anciens ont dit ils ont fait un travail extraordinaire, ça c'est des jeunes qui savent bosser, etc. Et puis, ça a apporté énormément de joie, en fait. Cette Caraque, elle a été de multiples fois arrosée, je peux vous le dire, parce que faut pas oublier que le patrimoine, et les patrimoines sont variés, c'est aussi un des objets, c'est de créer de la joie et de l'émotion au sein d'une société. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Je colporte le microphone sur ce sujet ou d'autres. Merci Élise pour ce brillant exposé qui nous montre que le patrimoine est avant tout vivant. Je vais reprendre tes dernières paroles sur le fait que la question du patrimoine et de la transmission, elle est vraiment in situ dans la cité. Et là, on a un bel exemple de l'application de comment s'est montée la Caraque avec une méthodologie d'éducation populaire, et que vous avez réemployé aussi dans la façon de le mener sur un enjeu institutionnel fort. Et donc, on se connaît, parce que moi aussi, je travaille avec les anciens de la MHT sur cette transmission d'histoire.
Et je trouve que la caraque, cet exemple-là nous montre bien comment ces objets peuvent être des déclencheurs de parole, comme disait Jean Relais. Alors, au niveau universitaire, on va dire des médialités biographiques, mais vous m'accorderez que c'est un peu moins sympa que les déclencheurs de parole. Ça veut dire que dès qu'on va solliciter nos anciens sur une histoire, sur les amener à raconter, il est important de se dire que la mise en récit a forcément des effets sur celui qui écoute, mais celui aussi qui est le narrateur. Et je vous engage à venir le mardi après-midi voir les anciens et écouter comment ils transmettent cette histoire. Donc merci, et surtout sur cette question de reconnaissance. Alors ma question serait la suivante maintenant, c'est qu'est-ce qu'il en est maintenant du sens que ça peut avoir pour les élèves, s'ils reviennent sur le site, et pour les personnes qui découvrent l'objet. On se rend compte qu'il y a quand même encore du chemin à parcourir. Alors cette caraque, elle a fait l'objet de plusieurs articles de presse, de plusieurs reportages. Pour ceux qui lisent la lettre à Lulu, il y a une BD sur le classement de l'inscription de la caraque dans la lettre à Lulu de cette fin d'année. C'est difficile. On a mis les petits panneaux monuments historiques, la caraque pour rendre ça visible. On se rend compte que les gens ne la voient pas encore complètement. Alors, on est en discussion avec la ville de Nantes pour qu'elle soit installée sur un socle. Donc, on est en discussion là-dessus. Je crains qu'avec les contraintes budgétaires actuelles, ça soit un petit peu repoussé. On était parti sur le fait de jouer le jeu à fond en proposant un socle presque pas monumental, mais avec carrément la caraque de gravé, enfin presque comme une statue du cours Cambronne. Bon, on va voir comment ça évolue, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Effectivement, il suffit pas de faire la démarche, il faut ensuite trouver je crois assez au socle, de la mettre un peu en surplomb. On verra, on tirera les conclusions. Qu'elle ne soit pas identifiée comme un objet de voyage à Nantes, quoi. Ça serait bien aussi. Après, elle est assez peu identifiée comme un objet du voyage à Nantes, mais qu'on arrête de nous dire qu'elle est moche, ça serait chouette. Il faut mettre une de chevaux devant. Donc voilà. Par contre, moi je souhaiterais insister quand même sur l'importance de faire mieux représenter l'histoire sociale auprès des monuments historiques, parce que bon, là effectivement la caraque c'est un exemple un peu particulier, mais il y a plein d'objets d'histoire sociale. Effectivement, il y a des bannières syndicales, mais pas que, il y a plein de choses qui existent. Et il faut vraiment que ça intègre la représentation institutionnelle du patrimoine. Il y a vraiment beaucoup à faire. Il y a souvent une autocensure de la part des milieux, des fois aussi militants, parce que des fois les objets sont conservés encore dans les sections syndicales. Il y a une autocensure en se disant on va pas, de toute façon ils vont nous recaler, c'est trop politisé, etc. Non, ça fait partie de l'histoire de France, il faut que ce soit représenté au même titre que le reste. Voilà. Moi j'ai une question, c'est la préservation, parce qu'en fait elle est toujours au même endroit, il n'y a pas de danger de détérioration, de gamins qui montent au créneau sur la chose, etc. Il y a ce danger-là aussi, non? Alors, elle est costaud, quand même. Elle est vraiment costaud. Elle était faite pour durer. C'est pas tant les gamins qui montent dessus. Nous, on a mis une pancarte pour essayer de sensibiliser les gens. C'est plutôt, effectivement, l'air salin, la rouille. Donc là, nos anciens, ils continuent très régulièrement de la restaurer et de la badigeonner, etc. Ils nous font de plus en plus peur quand ils montent sur les escabeaux. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on voit comment on peut continuer à la maintenir en bon état sans l'aide des anciens. Et du côté des anciens, il va y avoir un travail à faire sur accepter que d'autres personnes y touchent. Voilà. Merci. Merci Élise. Merci.